Question. Ne demandez pas le nom de cette comédienne. On ne le donnera pas. Bon, personne n'a levé la main là. Hein. Ah, si, C'est sympa. Hein. Si. Non, ce sont des corps. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de me passer le micro. Je voudrais parler de ce que vous avez sur votre maillot. Ah oui. Attends, prends le micro, c'est trop important. Ouais. Ma voix n'est pas open bar. L'IA au micro, c'est de la merde en bar. Ça rime. Ça rime. Et voilà, beaucoup de comédiens, beaucoup d'artistes sont très inquiets par la montée de l'IA et l'IA générative qui, pour l'instant, a besoin de pour devenir opérationnelle et pour être extrêmement performante, travaille sur des données personnelles pour la voix ou des données qui appartiennent à des artistes pour quand ce sont des créations, sans le consentement des artistes. Donc il y a un vol de données personnelles, une violation du RGPD qui est censé défendre les données personnelles, un viol du travail qui est fait, etc. Donc on est très inquiet et on demande évidemment qu'il y ait une législation pour l'IA. Ce n'est pas que nous soyons contre l'IA, mais nous voulons une IA éthique, une IA transparente et une IA qui ne laisse pas les emplois des artistes, qui ne laisse pas les artistes sans emploi, qui leur piquent leur emploi. Voilà ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande au gouvernement, c'est ce qu'on demande au ministère de la Culture. Et pour l'instant, Madame Dati est un peu sourde. Voilà. Touche pas ma BF, allez sur Insta, touche pas ma BF, il y a une vidéo avec des comédiens qui expliquent exactement la menace, ce qui menace notre métier. Diffuser, partager et signer, oui bien sûr, beaucoup de gens, dans plein de domaines, mais partager, il y a une pétition très importante pour que voilà, l'exception culturelle autour du doublage français existe, mais bon, dans le monde entier, hein, tout est menacé. C'est surtout que s'ils sont remplacés par l'IA, vous allez venir voir qui en convention? C'est chouette. Voilà qui vont bien jouer les émotions, hein. Ça va être sympa, vous allez voir. Ah, ça va être super de faire des interviews avec un ordinateur. Oui, puis même dans les films, les dessins animés, vous allez être contents, ça va être drôle. Vous Ça va être imaginez? terrible. Ça va faire bizarre quand même. Oh là là, oh. Mais bon, voilà, d'une façon quand même assez sérieuse, il y a aussi des contrats avec, il y a aussi des menaces sur de la figuration, donc sur parce que là je parlais de la voix, mais ça peut être l'image, donc le droit à l'image, voilà, donc le vol d'apparence d'un comédien pour qu'il y ait moins de figurants, etc., ou qu'on puisse recaler les gens, évidemment pour baisser des coûts, hein, tout ça ce sont des questions économiques et pas des questions artistiques souvent. Donc voilà, donc c'est valable pour la voix, ça sera peut-être bientôt pour l'image, et donc il y a beaucoup de domaines qui risquent d'être impactés, et l'art, ça n'est pas que de la technologie, on parle de sentiments, on parle d'émotions que quelqu'un peut jouer à l'image, ou d'émotions qui passent par la voix. C'est très important, l'art n'existe que par ça, parce que l'humain ressent une émotion devant un tableau, devant une danse, n'importe quoi, en lisant un livre. Si on sait que le livre est écrit par une machine, si on sait que le tableau a été fait par une machine, et que ça a pillé, et que ça s'est nourri de choses artistiques pensées par l'homme, et que ces hommes-là, ces humains-là ne sont pas reconnus pour leur créativité, ça fout quand même un peu les grosses boulasses. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important, et même au niveau de l'éducation, donc c'est tout un truc beaucoup plus sociétal que simplement le prisme des comédiens de doublage. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Bien sûr. Et Nicolas, toi, est-ce que tu as déjà eu peur que l'on prenne ta tête en deepfake pour l'utiliser ailleurs? Alors non, à titre personnel, non, je n'ai pas eu peur de ça, mais c'est vrai que ce sont des pratiques aussi pour l'image, pour l'audiovisuel, qui peuvent se répandre, notamment sur le fait, ce que disait
Pascal, par exemple sur les tous les éléments de figuration, les comédiens voilà. Et effectivement, ça se produit déjà là. Il y a un peu la chasse sur certaines productions. On demande aux figurants de prendre un petit temps à côté pour filmer on ne sait pas trop quoi. Et oui, voilà. Et catastrophe. Et donc voilà, donc il y a un peu la chasse à ça là en ce moment, avec l'idée effectivement de pouvoir prendre les personnages, les personnes, les apparences, pour après pouvoir les utiliser et faire des personnages de second plan, des foules, voilà. Mais comme on est dans la période de l'IA où il y a un côté professeur Folding dans le laboratoire, il faut qu'il s'amuse à tout tester, un peu genre ah là là, mais on a découvert un truc, c'est dingue. Bon, par exemple, ils testent des séries écrites avec l'IA. Ils testent tout, les chansons et tout ça, mais ça semble quand même dingue de savoir que des séries ou des films vont être créés par... c'est bon, il y a assez de personnes créatives et artistes dans tous les domaines. Ça semble hallucinant qu'on arrive là. Mais aujourd'hui, on sent une excitation en disant mais la réalité, elle est là, mais il faut vraiment qu'on fasse attention, quoi. C'est drôle, mais ça va pas le rester. Le problème, c'est qu'il y a le fond et il y a la forme. Donc la forme, on essaye de la faire. Mais le fond, ça en manque cruellement parce que quelque chose d'artistique ne peut être créé, je suis désolée, que par un humain et que ce soit conscientisé. C'est la définition même d'une chose qui est créée artistiquement. Donc en fait, ce qu'on vous propose, j'ai pris la comparaison hier dans un truc, c'est qu'il y a une mousse au chocolat, elle a un certain aspect et elle est très bonne, et bien là ce qu'on vous propose c'est de la merde, ça aura le même aspect, mais ça n'a pas le même goût. C'est-à-dire que la forme est ok, mais le fond, il n'y en a pas. Une œuvre artistique a un fond. Nicolas, quand il joue, il le fait par rapport à ce qu'il est lui, à ce qu'il a traversé les journées d'avant, etc. Ça va, d'une certaine façon, impacter les émotions qu'il va donner à son personnage et qui vont par le biais de son personnage et qui vont vous habiter, vous faire rêver, vous faire rire, vous faire, etc. Donc, il est perméable et les propositions qu'il fait, elles changent en fonction de ce qu'il vit. Il y a une forme de perméabilité à ce qui arrive. Et nous, c'est exactement la même chose. Une œuvre, quand on crée quelque chose, il y a un processus créatif qui n'est jamais figé. Et le fait de vouloir un peu mettre tout ça par le biais d'un ordinateur, etc., ça fige un peu les choses et donc, au final, ça les appauvrira. Donc, il n'y a aucune raison que la culture soit appauvrie. D'accord? C'est vachement important. Vous êtes d'accord. Bon, du coup, on a pas mal dévié du sujet, mais je trouve que c'était une question très importante, enfin, très bonne question, très importante à mettre quand même en avant. Donc c'est pour ça que j'ai laissé continuer dessus. Et n'ayez pas peur de poser des questions. On a une autre question juste ici. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir justement l'engouement qu'il y a autour justement du doublage via les réseaux sociaux, YouTube aussi, parce que pas mal de comédiens de doublage font Twitch, je vois par exemple, comment il s'appelle Donald Renew. Donald Renew qui fait beaucoup de Twitch en ce moment, qui met en valeur son métier. Est-ce que vous, de votre côté, vous sentez de nouveaux talents arriver justement dans votre métier suite à cet engouement? Et également de votre côté au niveau du comédien de l'audiovisuel, est-ce que Kaamelott, notamment via le premier film et les épisodes d'avant, ont amené de nouveaux talents éventuellement grâce à le comédien doublage, je vais faire du doublage et du coup vous avez vu de nouveaux potentiels et également j'ai vu Kaamelott, j'avais envie de faire du théâtre ou des comédiens d'audiovisuel. Est-ce que vous avez vu des talents arriver grâce justement à Kaamelott et au doublage? Alors, c'est très difficile de répondre à ça. On a des échanges avec des gens qui disent ça m'a beaucoup inspiré. Kaamelott m'a inspiré, le travail d'Alexandre m'a inspiré tout. Après, de constater quelque chose qui aurait un impact sur une arrivée de talent, sinon c'est difficile à répondre. Je sais pas, je pense que Kaamelott, comme d'autres choses, ont inspiré des gens
pour se lancer dans un métier, pour écrire, pour créer. De dire que ça a eu un impact, c'est très difficile de mesurer ça, enfin, pour moi. De mon côté, effectivement, genre tout l'engouement autour de Donald, de Dorothée, qui sont quand même très présents sur les réseaux, moi je trouve qu'il y a eu beaucoup de nouveaux comédiens, enfin, de nouvelles personnes, je précise, de nouvelles personnes qui ont pensé pouvoir faire du doublage, qui ont fait des stages, qui n'ont pas de formation, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent pouvoir faire du doublage parce qu'ils ont une voix, parce qu'ils ont une voix grave, parce qu'ils ont une voix particulière, parce qu'ils ont une voix d'enfant, et qui n'ont aucune formation. Donc ça peut marcher sur un one-shot, pour moi, mais ça ne peut pas durer dans le temps. Parce que à partir du moment où il n'y a pas de formation, ça va coincer à un moment donné. Oui, ben, on a tous été de toute façon inspirés plus jeunes. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce métier, pourquoi, etc. Donc c'est un peu normal. Il se trouve qu'avec les réseaux, on voit les choses beaucoup plus, parce que c'est exposé, mais je pense que voilà, on a tous été à un moment inspirés par quelqu'un, sauf que personne ne le savait et tout. Après, c'est très bien qu'on en parle, c'est très bien que ce soit mis devant, mais c'est ce que dit Glenn, à partir du moment où on a le sentiment, puisque tout le monde le fait, que c'est hyper facile, je pense que c'est extrêmement compliqué et que là ça devient un peu problématique. C'est vrai que moi quand je suis sur les réseaux parce que je parle de Touche pas ma VF et tout, quand j'ai 50 bandes rythmo qui me sont proposées par des gens qui font ça dans leur salle de bain, ok, ils ont envie de se marrer, c'est très bien, tout le monde se marre, mais moi quand je me marre, chez moi, tranquillou, je pense que les gens en ont rien à foutre que je peux mettre ça sur les réseaux. Voilà. Donc c'est ce côté un peu voyeurisme et tout qui... Enfin moi je suis une vieille, hein, donc je suis pas le même esprit. Mais quand on voit 50 bandes rythmo et que les gens disent alors c'est bien, qu'est-ce que vous en pensez et tout, parce que j'en pense, tu t'es amusé mon coco, et puis voilà, et tant mieux, prends du plaisir. Maintenant s'il faut en parler à la terre entière, bon voilà. Et si tu as envie de faire ce métier, eh ben, commence par une formation, et puis après tu viendras... voilà. Je pense que c'est à double tranchant. Je sais, c'est pas politiquement correct ce que je dis, mais il y en a un petit peu marre. C'est pas parce qu'on sait parler qu'on sait faire du doublage, c'est pas parce qu'on sait courir qu'on fait un marathon, et c'est pas parce que on a joué avec une caméra qu'on est un super grand réalisateur. Non mais voilà. disons qu'aujourd'hui il y a des bandes rythmo très accessibles et c'est assez populaire en ce moment, ça marche bien, il y a des gens qui s'éclatent, ils trouvent des rythmos. Et c'est normal, c'est sympa, c'est ludique, vraiment, ça se comprend. Moi, si je n'étais pas comédienne, je ne faisais pas ce métier et que j'aimais jouer, je m'amuserais peut-être à faire ça. Mais nous, on est obligé de mettre l'accent sur le fait de dire c'est déjà un métier qui est menacé, c'est déjà un métier qui est difficile, et Pascal, je pense qu'elle a eu vraiment raison tout à l'heure de pointer du doigt que pour nous sommes intermittents. On va faire un cachet, le lendemain, on n'a pas forcément de travail. Déjà, psychologiquement, c'est un métier spécial. Il faut accepter d'être remis en question tous les jours, d'attendre que la personne d'en face nous désire. Il faut un grand mental, voire être un peu fou furieux. Mais donc c'est pas de la blagounette, c'est pas ah je m'éclate, on m'a dit, mes copains m'ont dit comme quelqu'un qui chante, bon bah c'est super, il va chanter, le résultat il est immédiat, on va pouvoir dire ah tu chantes bien. Le doublage, ah j'ai pris une bande rythmo, ah c'est sympa ce que tu fais. Mais il y a une réalité de ce métier que entre le fantasme et la réalité, il y a un monde et c'est vraiment du travail. Et voilà, on montre le fantasme et on est mais avec on les montre réseaux pas sociaux. le vrai travail derrière. Ouais. Et je suis désolé, mais pour genre Michael Jackson ou Madonna, pour... ah non, ça tu dis machin ou machin. Non mais ils ont travaillé, enfin ces personnes-là ont travaillé, mais comme des tarés. Michael Jackson, il a commencé quoi à 5 ans, genre il était poussé, genre battu, exploité par ses parents, mais il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il y avait un travail acharné, mais acharné. Et j'ai l'impression, et c'est comme toutes les émissions de télé-réalité, la Starac, les culs là, je sais pas, moi je connais rien, mais on a l'impression, on montre des gamins qui chantent, alors oui, plus ou moins bien, souvent moins que plus, mais bon, ça c'est mon point de vue, mais on montre une sorte
truc superstar, des paillettes, mais c'est horrible derrière. Genre, il faut y aller pour sortir, enfin pour perdurer, il faut travailler, mais d'arrache-pied. Et pour moi, on n'a rien sans rien. On ne peut pas perdurer et réussir s'il n'y a pas un travail acharné. Et moi, je sais que c'est... Pourtant, je sais que je ne suis pas très près de mon père, mais s'il m'a bien enseigné quelque chose, c'est ça, c'est le travail. C'est tout. Et je suis inclus, c'est vrai. Justement, on en a parlé hier, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient ici hier déjà. Ah, pas mal. Bon, du coup, on a eu justement le fait de parler que maintenant c'est hyper accessible sur YouTube d'avoir accès à des bandes rythmo. Sauf que malgré tout, c'est des bandes rythmo de films, de séries, etc. que vous connaissez déjà, qui sont déjà doublés en français. Et donc là où eux, leur travail est vraiment constructif et différent de l'amusement qu'on peut avoir en faisant de la bande rythmo sur YouTube, c'est que justement, eux, ils sont obligés de créer la voix française. Et là où, par exemple, on ne pourrait pas non plus remplacer Nicolas, puisque Nicolas, même si tu as un script, t'as été obligé de créer le personnage un peu de Bohort, de lui donner des limites, des choses comme ça. Tout n'était pas écrit. Non, certes, non. Et c'est une création totale même. Une création totale. Unique. Et On n'aura jamais deux. Et justement, si ça avait été par exemple un autre de tes collègues de la série Kaamelott qui avait incarné ces personnages-là, ça n'aurait pas du tout. Voilà, comme le dit Pascal, ça aurait été beaucoup moins bien. Ça, déjà, c'est le préalable. Non, mais ça aurait été complètement différent, évidemment. Oui. Parce que justement, vous apportez quelque chose, vous créez quelque chose que là où le fait de, justement, tout ce qui va être, que ce soit Généré par l'IA ou des gens qui s'entraînent à faire du doublage, c'est justement, on parle de quelque chose qui a déjà été créé. Et là, vraiment, vous y mettez votre âme. Mais surtout d'ailleurs, quand on regarde, et ça, il n'y a pas de critique, c'est un état de fait, et ça semble assez normal, et justement pour des personnes qui ne sont pas forcément, des gens qui ne sont pas forcément comédiens, c'est qu'ils vont prendre des bandes rythmo avec des voix qui sont déjà, des rôles qui ont déjà été interprétés par les voix françaises, et souvent, le jeu va être le même. C'est-à-dire, ça va être une imitation de ce qu'ils ont entendu. Donc ça va être singé un peu, mais j'aurais fait, franchement, je ferais pareil. Mais oui, on fait la même chose. Donc c'est singé, mais si on devait dire, bon allez, il n'y a jamais eu de VF, vous n'avez rien entendu, allez-y. Donc l'oreille s'est habituée à une musicalité, donc ça va être une reproduction de la musicalité pour coller le mieux, ce qui n'est déjà pas forcément évident, mais par contre la création du personnage, là il y aurait peut-être eu personne au rendez-vous. Parce que ça c'est un rôle d'acteur que de créer, ou en tout cas d'entendre une version originale et d'essayer avec notre outil de comédien, de comédienne, de coller au maximum. Mais donc on crée en VF, malgré tout. Non, mais c'est vachement important. Et puis vis-à-vis des comédiens, c'est bien. Moi, quand j'entends 15 bandes rythmo de Kiroua qui essayent de l'imiter, je suis pas morte, mes chéris. Hein, on n'est pas mort. Donc, laissez-nous là, on en a encore un petit peu. Et non, mais ce que je veux dire, parce que ce qui est important, c'est soyez vous-même. Faites des propositions vous-même. Si on copie le voisin, l'original existe déjà, donc la copie, on n'en a un peu rien à faire. C'est un peu ennuyeux. C'est méchant ce que je dis. Je fais exprès de provoquer, je fais exprès d'être désagréable là-dessus, je fais exprès de fermer tout, pour que vous faites ce que vous êtes vous, proposez ce que vous êtes vous, ce qui va être unique, ce qui va tout d'un coup, on va dresser les oreilles en disant « Ah tiens, ça c'est nouveau !» Si c'est pour réentendre du réchauffé, c'est juste ennuyeux, quoi, c'est tout. C'est comme ça. Donc voilà. Et pour les gens qui sont copiés, ils sont bien là, ils tiennent en place et ils n'ont pas envie qu'on les déloge. Voilà. Mais dans l'atelier doublage d'ailleurs, bravo Pascal. Et dans l'atelier doublage, on vous fait écouter la version originale et pas la version française. Moi, par exemple, sur Bellatrix, je ne suis pas en train de faire le rôle et dire alors vas-y, copie-moi, fais ce que j'ai fait. Je vous fais écouter la VO en disant écoute les subtilités de jeu, écoute là, elle chuchote, et là, dans le mot, elle est mordante, elle crie, etc. Mais après, le challenge,
c'est de se l'approprier, c'est d'essayer de coller, mais pas de singer ce que je vais faire en français en disant allez fais pareil comme un perroquet. Non, mais c'est challenging. Et c'est là aussi on peut voir la limite du travail de comédien ou pas, d'être capable d'interpréter. Mais un chirurgien, moi je ne vais pas aller m'amuser à sauver une vie. Tout le monde a son métier et c'est super comme ça. Hein, Alors, voilà. Là, maintenant, on va proposer justement à des gens du public. Donc je crois que c'est 2 personnes. Vous êtes énervé, monsieur? Non, justement, ils pourront vous juger. Ah bon? Bon. Mais après, ce qu'on prend, c'est votre cadenas, Excusez-moi, mais monsieur, vous savez, ce qu'on fait, ce qu'on fait, moi, on parle chacun avec nos émotions. Et il y a des choses qui... Ah oui, mais il y a des choses qui passent et il y a des choses qui passent pas. Il y a des gens que ça irrite et il y a des gens que ça fait rire. Il y a des gens qui comprennent. On est tous différents. Il n'y a évidemment, aucune méchanceté, etc. C'est vrai qu'on est assailli par tout ce qui se passe sur les réseaux. Voilà, donc moi, c'est ma façon de réagir. Elle ne vous plaît pas, je m'en excuse. Mais c'est la mienne. Je m'en excuse sincèrement, mais moi je suis comme ça, je suis quelqu'un de cash, je suis quelqu'un d'entier, et voilà. Après, comme je le disais, je le comprends très bien, vous défendez votre gagne-pain et c'est normal. Mais moi, je suis juste de passage, je suis un grand fan des comédiens de doublage, que ce soit Dick Chaplin et bien d'autres, des personnages des personnes qu'on a découvertes sur YouTube comme Retake, etc. Et là, vous défendez votre gagne-pain, ce qui est normal. Mais dans un événement communautaire comme la Gaming Reims, quand je passe, moi je venais juste manger, je vous ai entendu défendre votre gagne-pain, je suis elle est fâchée la dame. Ouais, elle est fâchée parce que la dame, ça fait 2 ans que je fais un procès parce qu'on me vole ma voix, parce qu'il y a des gens qui détournent ma voix, qui me font dire des choses horribles, que je ne peux pas, et que c'est de plus en plus, qu'on a un copain à qui on prend la voix et on vend sa voix trafiquée alors qu'on lui a volé pour lui faire dire des obscénités. Mais des entendre ça. Donc, les deepfakes, etc., on n'en parle pas parce que c'est pas professionnel, donc c'est pas ça. Les deepfakes pullulent sur tous les réseaux sociaux. Et je vous dis, moi, quand on prend ma voix pour vendre des pilules pour faire maigrir des enfants, des jeunes filles de 15 ans, c'est de l'abus. Et je ne peux pas arrêter ça parce qu'il n'y a pas de loi. Donc, je suis en colère par rapport à ça. Je suis en colère par rapport à ça. Ça, vous avez raison de vous plaindre. Mais en fait... c'est exactement ça, c'est exactement ça dont on parle. Mais si vous voulez, c'est pas tant l'action que vous soyez en colère après ça, c'est que vous renvoyez cette image à la Gaming Reims, alors que je suis sûr qu'il y a des recours sûrement légaux que vous avez déjà frotté, avocats et je ne sais quoi. Là, en fait, je trouve que ça renvoie une mauvaise image de votre métier ou même de votre personne. Après, je crois que c'est normal que vous ayez envie de le défendre. On ne peut pas plaire à tout le monde et j'accepte Après, attention, que mon image soit négative. Je ne dis pas que votre travail ne me plaît pas, je dis pas que votre image ne me plaît pas. Non, mais c'est pas ce que vous avez dit. Non, mais voilà, je comprends, ça parle pas à votre sensibilité, vous trouvez ça un peu agressif. C'est très bien de le dire, je m'en excuse, et je suis comme ça, je suis pas tiède. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Pascal. Je trouve que c'est justement lors d'événements comme ça que l'on doit parler de ces dérives-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas dans notre salle de bain ou derrière un écran de téléphone portable qu'on va convaincre ou qu'on va faire prendre conscience d'un danger. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que justement, quand on a du public, quand on a des personnes en chair et en os, c'est à ce moment-là qu'on peut justement, et votre intervention est très intéressante parce que justement, on peut discuter avec vous et vous donner notre point de vue, mais entre vous et nous. Et derrière un téléphone, c'est toujours plus facile. Oui, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas le fond, c'était la forme qui me gênait. Ah oui, mais au bout d'un moment, après la forme, je sais que c'est assez incorrect ce que je suis. Mais c'est normal qu'au bout d'un certain temps, on en ait ras-le-bol général. Voilà. Et que nos voix soient volées, que notre travail, je ne sais pas dans quelle branche vous travaillez, mais si vous vous donnez du mal tous les jours pour faire quelque chose et que
à un moment donné, on vous pique votre truc, vous dites, mais attends, j'ai bossé toute ma vie pour ça, et là, j'ai des nefles. Je récolte quoi? Rien. J'ai mes yeux pour pleurer. C'est pas normal. Et puis, vous savez, il y a toujours le gentil gendarme et le méchant gendarme. Et c'est des jeux. Donc, moi, effectivement, je suis assez cassante ou assez machin parce que si je disais ce qui est vrai, le métier est super, on s'éclate, venez, c'est pas tout à fait une vraie image. Le métier est super, on s'éclate en studio, machin. C'est aussi extrêmement dur quand on bosse pas. Ça devient anxiogène quand on a le problème de l'IA avec quelque chose qui ne légifère pas. Ça fait quand même 2 ans et demi qu'on demande ça. On a fait une vidéo qui a fait plus de 20 millions de vues. On n'a jamais un rendez-vous au ministère de la Culture. Nos emplois sont menacés, c'est-à-dire c'est entre 12 000 et 15 000 emplois, mais personne n'en parle. Enfin, personne n'en parle. On essaye d'en faire parler, de faire parler de ça. Donc ça devient quand même extrêmement problématique. Donc effectivement, moi je viens en convention, je suis désolée, pour faire la chieuse, la râleuse, c'est mon rôle. Il y a des gens qui arrondissent les angles autour de moi parce qu'ils sont plus doux. Voilà, c'est le clown blanc, le clown triste et le clown gay. Et voilà. Et justement, je suis désolée si ça vous heurte, mais en même temps, ça vous fait réagir et c'est très bien. Donc je continuerai. Et justement, je pense que tu as la bonne voix pour faire la râleuse. Et justement, Pascal, je pense que tu as la bonne voix en plus pour faire la râleuse. Alors, je me suis... Oui, vous avez vraiment raison, parce que c'est la convention, j'ai vu Nicolas et Madame Dominique Vallet. Je fais beaucoup de conventions, j'en fais une 30aine par an. Je vais au cinéma, au théâtre, mais j'avais au théâtre mais au cinéma, on n'entend pas parler du problème de l'IA. Et c'est en convention, grâce à la convention à Orléans, où Dominique Vallet en a parlé, et après les vidéos qui sont passées, donc vous avez le t-shirt, moi j'ai fait le relais aussi sur ma chaîne, j'en parle, je suis content de vous voir, et c'est bien si ça fait le buzz. Après on peut pas plaire à tout le monde, mais il faut bien un plateau quelque part pour parler, parce que sinon c'est sûr que l'industrie du cinéma aura peut-être tendance à vous museler, parce que le problème peut venir d'eux, c'est eux qui vont commander l'IA, c'est pas vous. J'ai une petite précision importante, on a une période de creux dans notre métier. On est intermittent, si on ne travaille pas, on ne travaille pas, parce que voilà, on ne peut pas croire que c'est juste... Voilà, c'est un métier facile, parce qu'aux États-Unis, il y a eu une grève pendant plusieurs mois, où toutes les personnes qui travaillaient dans le métier du cinéma, tout le monde a dit pause, parce que l'IA arrive, et on n'est pas d'accord avec ça, donc on va s'arrêter. Donc eux, ils ont été OK pour ne plus travailler, ils ont pris ce risque-là. Bon, ben il fallait le faire, c'est très violent, ça a impacté tout le monde, ça a impacté notre métier, ça n'a pas été facile, mais ben, parfois il faut passer par ça, mais on s'en passerait bien de passer par ça. On en est à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour faire comprendre que c'est assez dramatique? Et je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, que c'est dans plein de domaines. On parle beaucoup de l'IA depuis tout à l'heure d'ailleurs, donc si vous avez des questions de façon plus légère, des choses plus... Voilà, mais c'est très important d'en parler, très important. Alors moi j'aimerais juste rebondir sur le fait que ici, on a quand même forcément un panel de public qui est hyper divers et varié, et vous êtes tous intermittents du spectacle, même toi Nicolas. Non, plus. Ah. Non. Tu es retiré du système de l'intermittence. Oui. Ouais. Oui. Non, je suis plus intermittent. Voilà. D'accord. Mais du coup, le statut d'intermittent, c'est quand même quelque chose qui est hyper spécial par rapport, on va dire, à un emploi standard où vous avez votre fiche de paye qui tombe tous les mois. C'est que eux, justement, si on leur retire ce travail, donc les cachets qu'ils peuvent faire, les heures, les lignes, etc. Oui, ouais. Parce que du coup, c'est vraiment différent entre les heures de comédien, les heures donc de passer les lignes. Non, c'est pas tout ça. D'accord. Ah ouais.
Est-ce que je peux... Non, mais, alors, oui, le statut d'intermittent, c'est qu'en fait, c'est un statut qui est unique en France. Et en ça, c'est vrai que la France soutient la culture. C'est qu'en fait, on doit travailler un certain nombre d'heures par an pour pouvoir prétendre à avoir, comment on va dire, un statut professionnel qui va être indemnisable si on ne travaille pas, ou pas indemnisable si on travaille beaucoup, parce que quand on travaille beaucoup, c'est normal, on ne touche pas de chômage les jours où on ne travaille pas. Enfin bon, donc ça c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est soutenu à partir du moment où on travaille. Et évidemment, si on ne travaille pas, le régime de l'intermittence est un petit peu différent par rapport au régime de gens qui sont salariés. C'est que quand on est licencié, quand on est salarié, pendant 2 ans, on peut toucher le chômage. Nous, c'est 1 an, par exemple. Si on ne bosse pas d'une année sur l'autre, on sort du système. Bon, alors c'est vrai qu'on est beaucoup aidé, mais qu'en même temps, c'est un métier, c'est un statut qui est assez précaire et qui n'est pas, et qui ne reflète pas, quand on touche le chômage, on ne touche pas l'équivalent de notre travail mensuel. On touche beaucoup moins. Voilà. Donc, pareil, je voudrais préciser quelque chose. C'est que les gens, enfin certaines personnes pensent que, ok, on est intermittent, parfois on n'a pas forcément envie de travailler parce que c'est sympa l'intermittence. Moi, je ne connais que des gens qui aiment leur métier. En tout cas, dans notre métier, je ne connais pas de personnes qui soient heureuses de ne pas travailler. On aime travailler, on aime être désiré, on aime être sur des projets. Donc quand on va toucher de l'argent de l'intermittence, on pourrait s'en passer, on préférerait travailler. Déjà, c'est une chose. Et deuxièmement, il y a un nombre de cachets à faire. Quand vous êtes comédien, Nicolas, je ne sais pas si tu es d'accord, mais pour faire même 43 cachets en tant que comédien, ça voudrait dire potentiellement avoir 1 ou 2 jours de tournage, mais sur 43 projets, c'est très difficile. C'est très difficile. Pourtant, vous aimez votre métier, vous voulez travailler plus, mais aller à la chasse, au travail sur 43, ça peut être mission impossible, c'est pas simple. Parce que justement, rien ne vous garantit sur l'année Rien. d'avoir des contrats, d'être contacté ou d'être pris si vous postulez. Alors, nous, en doublage, c'est un travail de l'immédiateté quand on travaille, parce qu'au théâtre, on peut répéter pendant très longtemps. Au cinéma, je pense que, à l'image, Nicolas, il a les textes qu'il doit apprendre avant pour donc le script, ou le scénario, etc. Nous, on ne sait pas, mais on peut aussi nous appeler du jour au lendemain pour bosser. Donc, quelquefois, on n'a rien, et puis hop, le lendemain. Donc, c'est quelque chose où on ne sait pas, forcément. On a des dates de travail, mais il y a aussi de l'immédiateté dans le travail qui peut tomber ou pas. Les délais sont assez courts. Donc on est en incertitude. Alors ça peut changer très rapidement. Mais comme voilà, tout d'un coup, du jour au lendemain, on se retrouve avec plus rien. Il y a une série qui finit, boum, on n'a plus rien. Et ben il faut retourner au charbon, dire j'existe, coucou, ça se passe comment ta série, si t'as un peu de taf, etc. On est tout le temps en train de démarcher pour avoir du boulot. Tout le temps, hein. Et les années d'ancienneté, les trucs, les machins, ne nous garantissent pas d'avoir du taf. C'est comme ça. Et il faut l'accepter. Moi, je vais rebondir sur ce que disait Pascal tout à l'heure quand elle parlait de l'indemnisation et que les personnes qui travaillent un petit peu moins peuvent être indemnisées par son travail et les personnes qui travaillent, c'est moi et les personnes qui travaillent beaucoup ne sont pas indemnisées. Juste avant le Covid, juste une petite anecdote, avant le Covid, j'ai beaucoup travaillé, donc j'étais ce qu'on appelle en carence. J'étais en carence, c'est-à-dire que je n'avais pas droit à une aide. Le Covid est arrivé, on a été confinés pendant 2 mois. Pendant 2 mois, j'ai eu 0. J'ai rien eu, pas un centime. Donc c'est... Non, mais je dis pas, je ne fais pas pleurer, mais c'est une réalité. On a l'impression qu'on gagne de l'argent parce qu'on fait du doublage, mais après, derrière, il y a des facteurs qui sont quand même pas super cool, et c'est pas du tout le but de faire pleurer, mais je pense qu'on voit vraiment une façade, mais on ne voit pas vraiment tous les facteurs qu'il y a derrière
et qui peuvent entraîner une certaine angoisse chez certains comédiens qui ne travaillent pas beaucoup, et ça c'est très important. Genre quand on me dit je veux être comédien, ok, très bien, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses dessous, et il y a des gens qui s'en rendent compte, qui font des études de théâtre, de machin, et qui une fois sur le terrain se disent putain, j'avais pas vu ça, ou qui ont eu un travail avant d'être comédien, et donc qui avaient l'habitude d'avoir leur fiche de paye à la fin de chaque mois, et quand ils ont pris la décision courageuse de revenir à leurs premiers amours, soit le doublage, soit le théâtre, soit d'être comédien, c'était l'angoisse perpétuelle de se dire est-ce que je vais y arriver chaque mois. Chaque mois. Et il y en a plein qui ont, à un moment donné, dit je vais arrêter, c'est pas pour moi, c'est trop angoissant. C'est angoissant au possible. Bon, vous vouliez faire d'autres métiers? Une petite question. Bon, il y a surtout un atelier. Enfin non, c'est quoi? C'est un petit... C'était pas une animation par rapport au doublage? Du coup, si vous voulez poser une dernière question. Ça y est, on vous a tous intimidés. Vous avez l'impression qu'on va vous fouetter. Mais en tout cas, je trouvais que c'était quand même important parce que c'est quelque chose, je pense, que l'on ne vous pose pas habituellement comme question de parler justement de ça, mais que c'est quand même important de connaître les dessous du métier. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Alors moi, du coup, j'ai une petite question. Niveau notoriété, est-ce que quand vous baladez dans le public, on vous fiche encore la paix, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes tout le temps assailli par les paparazzi, moyennement, comment ça... Ça, c'est plus... C'est plus Nicolas. C'est un enfer, ma vie est un enfer, je ne peux plus sortir de chez moi, je ne vous le cache pas, non, je rigole. Alors voilà, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent, qui reconnaissent le comédien, le personnage, donc, mais rien de désagréable. Très rarement, très rarement. En général, c'est plutôt sympa et bienveillant quand il y a des contacts. Quand il y a des contacts avec des gens, et je sais pas si c'est, j'en sais rien, si c'est le public de Kaamelott, mais les fans de Kaamelott sont, je trouve, sympas, voilà, et prévenants. Voilà, j'ai une anecdote comme ça. Une fois, c'est pour illustrer ça. Voilà. Donc prévenant, sympa et drôle aussi. Une fois j'étais à Ikea, je rangeais, j'étais dans le coffre de la voiture, je rangeais des cartons comme ça de meubles que j'avais achetés, et je vois un fourgon sur le parking qui arrive, des vitres un peu teintées, enfin je voyais pas à l'intérieur, et le fourgon s'arrête à mon niveau. La fenêtre s'ouvre, et un type d'ailleurs avec un air pas très sympa, enfin assez patibulaire mais presque, comme disait Coluche, et qui s'arrête comme ça, il baisse la vitre et il me regarde et il lance, il me dit fort heureusement l'incident n'a fait aucune victime. Ça c'est pour ceux qui connaissent, et il remonte sa vitre et il s'en va. Ah, cette anecdote, elle est excellente. Voilà. Mais c'est assez, alors je dis pas que ça m'arrive tous les jours, mais c'est assez représentatif de peut-être un peu d'un état d'esprit de gens, de fans, assez sympa, assez respectueux. Ça voulait dire, je vous ai reconnu, j'aime la série, j'aime ce que vous faites, je vous balance une petite citation, et voilà, Et voilà, peut-être c'est une anecdote un petit peu, qui donne une idée un petit peu de ça. Pour nous, l'avantage d'être dans l'ombre, c'est que tout va bien. Je ne sais pas si je peux la raconter, mais il y a quelques années,
j'ai tourné une pub pour les gants Mappa. Pour les gants Mappa. Et C'était toi? c'était moi. C'était toi. C'était moi. Oh my God! Et je ne sais pas s'il y a des personnes plus vieilles, je ne vois pas, mais le script de la publicité, c'est un couple, un jeune couple au lit, ils vont pour faire l'amour et pas de préservatif. Donc le mec, il ne trouve rien de mieux que de couper ce doigt-là. Voilà. Et il y a le backshot où on voit la paire de gants avec le doigt du milieu manquant. À cette époque-là, j'ai eu ma première fille et ma femme décide d'arrêter d'allaiter. Donc je vais comme un tout jeune papa au Monoprix et je me retrouve face au petit, genre une vitesse, 2 vitesses, 3 vitesses, caoutchouc, latex, machin, j'ai texture ça, et je me dis putain, c'est quoi? Et j'étais vraiment comme un con devant ce rayon. Et il y avait la vendeuse qui était là. Le grand Mappa. Et je m'approche d'elle et je dis bonjour, voilà, j'ai une petite fille et ma femme décide d'arrêter, donc qu'est-ce que je prends d'après vous? Et comme ça. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a? Et j'ai fait aucun lien, mais aucun lien. Et je dis, ben, vous pouvez me répondre, parce que là je suis vraiment dans la merde, je sais pas quoi. Et ma fille a faim, donc on va peut-être y aller là. Et elle me dit, ça marche pas, hein. Je dis, mais qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Elle me dit, bah, le don. Et je me suis retrouvé comme un con. J'ai fait comme ça. J'ai tout pris, j'ai tout mis dans le gif. J'ai tout acheté. Je ne savais pas ce que j'ai acheté, mais j'ai tout acheté. J'ai payé et je suis parti en courant et j'ai fait, et je suis arrivé et chez moi, je me dis, c'est pas possible. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais ça a été très drôle. Et voilà. Donc, petite expérience, mais pas très rigolote. Choisir la publicité dans la sur le moment. Et ben voilà, être intermittent, c'est aussi ça. C'est parfois faire des projets improbables ou vendre des. Voilà, faire une publicité sur un truc, on dit mais c'est pas possible que je me retrouve sur ce projet. Ben, faut travailler. Non, mais c'est pas. Alors, perso, certes, je ne suis pas comédienne, acteur, etc. Mais en tant que cosplayeuse, puisque je suis cosplayeuse, je fais partie d'un stand qui est juste derrière. Ça m'est arrivé, une anecdote assez cocasse, j'avais fait une vidéo TikTok qui a été un petit peu virale où j'étais dans mon fauteuil et j'ai une transition et je me transforme en costume d'orque, grosse armure, les crocs, etc. Et il m'arrive des soucis gastriques. Je vais à la pharmacie avec mon ordonnance. Et la pharmacienne qui me fait « Ah, il vous faut des suppositoires là-bas ?» Au fait, petite question, c'est vous dans la vidéo TikTok? Oui. Je voudrais bien des médicaments, s'il vous plaît. Petite gênance. Je suis plus jamais retournée à cette pharmacie. Mais tu aurais pu. Tu aurais pu. Spécialement envie que sache que j'avais. C'est toujours à des moments où on est le plus vulnérable qui va nous arriver ce genre de choses. Moi, l'histoire de ma fille, j'étais en procès, j'avais envie de faire vite. Et là, voilà, et pareil, genre, je trouve que c'est un moment de vulnérabilité qui est assez terrible. En tout cas, très bonne présentatrice. Hein. Si tu n'avais jamais fait ça, c'est ce que tu nous as dit alors, en montant. ça m'arrive de faire un peu de présentation pour, entre guillemets, dépanner. Mais je ne suis pas du tout présentatrice à la base. J'ai un parcours improbable. J'ai un BTS en mécanique et automatisme industriel. J'ai fini au final chef d'équipe logistique d'un entrepôt Noroto à l'Équin, à côté de Lille. Malheureusement, l'entrepôt a fermé, délocalisé à Orléans. À côté de ça, je fais du cosplay. J'ai eu l'opportunité justement de présenter des concours cosplay, des catwalks, etc. Et on m'a fait « Oh, tu te débrouillais pas trop mal sur scène, etc. » Et voilà, je me suis retrouvée embrigadée par moment à devoir dépanner parce qu'il y avait des soucis, manque de présentateurs. Et voilà, je viens ici en freestyle, sans préparation. Et on passe une heure avec des personnes que je ne connaissais absolument pas avant.
mais qui sont absolument délicieuses. Ah non, franchement, j'ai beaucoup Chiantes et rigolé. délicieuses. J'ai beaucoup rigolé. Mais voilà, ce n'est pas du tout mon travail. Je suis juste là avec une robe à paillettes, entre guillemets, à faire le zouave pour animer. Mais voilà, ce n'est pas du tout mon travail. Et donc, merci beaucoup, ça me touche énormément. Bah, c'était chouette. Non, mais je pense que Vous avez c'est... d'autres questions? C'est l'heure. Bah, merci à tous. Hein. Non, je vais arrêter, la provoque. Merci à tous. Voilà. Merci beaucoup. infiniment. Non, merci pour votre... Merci de votre participation. Profitez bien de l'événement. C'est toujours un plaisir de venir pour parler de choses légères et aussi de parler de choses graves qui font partie du quotidien ou qui font partie du métier. Profitez-en bien. Il y a plein d'artistes ici, indépendants aussi. Allez les voir. Et merci d'être venu nous écouter. Voilà, parler de tout ça. Nicolas sera aussi en dédicace encore cet Oui, après-midi. 2 fois. 2 fois. Donc vous avez 2 fois. Vous avez La deux possibilité. occasions. Ah, Deux je pense qu'il y en a occasions. pas une fois, il n'y en a pas une fois, il y en a deux. Marie aussi. Moi aussi. Dédicace et atelier doublage. Il y a Chantal Barouin qui n'est pas là, mais qui est en atelier doublage là. Voilà. Et puis il y a la confrérie de la table basse si vous voulez essayer de faire du doublage. Je peux vous faire aussi des dédicaces, mais je pense que ça ne vous intéressera pas. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. À cet après-midi. En tout cas, merci beaucoup à vous, public. Merci beaucoup à vous, comédiens, de nous avoir du coup fait profiter de cette heure ensemble. Même si on a beaucoup dévié du sujet de base, mais je pense que c'était hyper intéressant justement d'aborder ces sujets qui ne le sont pas habituellement. Et écoutez, on se retrouve à 14h pour la prochaine Catwalk. Donc public, soyez au rendez-vous. Cosplayers, soyez au rendez-vous aussi. On vous attend nombreux. À tout à l'heure.